l'ignore souvent, mais depuis des décennies, dans le plus grand secret, tout un monde s'active en silence vers un seul objectif. Maintenir à la disposition du chef de l'État une force de dissuasion nucléaire opérationnelle, si un jour il devait y avoir recours. Ce que l'on connaît généralement de cette force, c'est ce que l'on peut en voir. Des sous-marins lanceurs d'engins et des rafales. Chacun capable, avec ses missiles, de déclencher l'apocalypse n'importe où sur la planète. Mais derrière ces forces bien visibles se cache un arsenal gigantesque et invisible, où s'entremêlent la science et la défense. « 25 ans après la fin de la guerre froide, pourquoi de telles armes sont-elles encore déployées en permanence? Contre quelles menaces du monde moderne peuvent-elles bien nous protéger? Pour la première fois, de hauts responsables passés et actuels de cette chaîne ultra confidentielle de la dissuasion nucléaire française ont accepté de dévoiler la réalité de cette force militaire ultime, celle dont l'immense pouvoir se concentre dans les mains d'un seul homme. Le premier régiment de la garde républicaine s'est mis au garde à vous et François Hollande vient de sortir de sa voiture. 15 mai 2012. François Hollande est élu président de la République. Lors de la passation de pouvoir avec Nicolas Sarkozy, les deux hommes montent dans le bureau présidentiel. Comme le veut la coutume, ils restent seul à seul quelques minutes pour évoquer des secrets d'État. Et le code permettant l'ouverture du feu nucléaire va changer de main, une nouvelle fois. Depuis le général de Gaulle, rien n'a changé en apparence. Chacun des présidents de la Ve République a endossé tour à tour, et sans hésiter, le manteau nucléaire. Ce pouvoir de déclencher l'apocalypse et les secrets qui l'entourent, le nouveau chef de l'État en prend pleinement connaissance lors d'un véritable rite initiatique qui a lieu à la fin de son investiture ou dans les jours qui suivent. Le code à présent en sa possession, il se voit proposer de descendre dans le poste de commandement Jupiter, situé sous l'Élysée. C'est un ancien abri antiaérien, rénové en 1969 et en 2015. Jupiter, comme le dieu qui déclenche la foudre. C'est ici que le chef d'état-major particulier présente alors au premier des Français ce que l'on appelle la posture des forces nucléaires. En 2007, c'est le général Georges Lain qui s'acquitta de cette tâche auprès de Nicolas Sarkozy. Il faut dire au président de la République, Monsieur le Président, tel sous-marin est à la mer, voilà ses cibles, voilà les cibles qui sont à votre disposition, voilà ce que vous pouvez faire avec toutes les têtes nucléaires dont vous êtes désormais le détenteur. Et vous sentez très très fortement dans cette occasion, comme d'ailleurs dans les conseils supérieurs, à quel point le président de la République est habité par sa responsabilité de chef des armées et de détenteur de la dissuasion française. Vous le sentez physiquement. Ça ne se raconte pas. Et c'est là où vous voyez que l'élection du président de la République, il n'y a plus de sacre, on n'est plus à Reims, il n'y a plus l'ampoule de Saint-Rémy, etc. Mais on sent que là, il y a une responsabilité qui le distingue de tous les autres hommes politiques. Cette responsabilité, chaque président a pu mesurer l'énormité de son poids. François Hollande, quelques jours après son élection, se fait élitreiller en pleine mer dans un sous-marin lanceur d'engins afin de bien marquer lui aussi sa confiance dans cette force de dissuasion qui suit le destin de la France depuis plus d'un demi-siècle.
13 février 1960, dans le désert algérien. 5, 4, 3, 2, 1, feu! La France devient le 4e pays à se doter de cette arme terrible, après les États-Unis, l'Union soviétique et le Royaume-Uni. Vous venez d'assister à la première explosion nucléaire française. C'est dans le plus grand secret que dès la libération, la France a développé un programme nucléaire militaire. L'argument principal en faveur de cette arme est alors de ne plus jamais revivre l'humiliation d'une invasion après des siècles de guerres européennes et mondiales. Pour la première fois, à partir de l'horreur absolue d'Hiroshima et Nagasaki, le monde a compris que quelques-uns dans le monde détenaient une puissance apocalyptique qui était tellement effrayante qu'on pouvait l'utiliser non plus à mettre fin à une guerre d'une manière brutale comme ça a été fait contre le Japon, mais qu'on pouvait utiliser pour essayer d'empêcher la guerre. Or, la France, durant la guerre froide, est une cible pour l'armée soviétique. Leurs chars stationnent alors non loin de la frontière. À peine 2 étapes du Tour de France, disait le général de Gaulle. La dissuasion doit les empêcher d'être tentés par une attaque, ou pire, une invasion. Il faut que la France ait elle-même de quoi atteindre directement tout État qui serait son agresseur, de quoi par conséquent le dissuader de l'être, et de quoi, suivant les circonstances, concourir à la défense de ses alliés, y compris, qui sait, l'Amérique. En octobre 1964, le premier Mirage 4 transportant la bombe atomique prend son envol. La conséquence directe survient 2 ans plus tard, en 1966, lorsque le général de Gaulle sort la France du commandement de l'OTAN. Le pays ne dépend plus de personne à présent pour assurer sa survie et peut affirmer une diplomatie indépendante de celle des États-Unis. En 1967, le premier des sous-marins lanceurs d'engins est mis à l'eau à Cherbourg. Il se nomme le Redoutable. En quelques années, le pays se dote de 2 autres navires et, sur le plateau d'Albion, de missiles capables d'atteindre très rapidement le territoire soviétique. Malgré cet arsenal, la France en 1980 ne dispose que de 250 bombes, quand l'armée soviétique en possède des dizaines de milliers. À tout moment, en cas de crise, le pays peut être rayé de la carte en une poignée de minutes. Nous n'avions pas d'autre choix que de prendre en otage les villes de nos adversaires. C'est-à-dire, si jamais à l'époque l'Union soviétique avait menacé de s'en prendre aux intérêts vitaux de la France, eh bien la France pouvait répliquer en détruisant un grand nombre de villes soviétiques. À l'époque où nous étions dans une stratégie que je qualifierais d'anti-population, c'est-à-dire qu'il s'agissait de détruire le maximum d'êtres humains. Il y a une vingtaine d'années, on disait qu'il faut détruire l'équivalent de la population française. À l'époque, on était à l'époque plutôt à 50 millions. Donc il fallait qu'on fasse 50 millions de morts. Là encore, ce sont des comptabilités macabres, mais c'est comme ça que vous montez. L'enjeu pour l'Union soviétique de s'emparer du territoire français devenait dérisoire par rapport aux pertes énormes qu'elle allait subir en Russie. Voilà. Alors, cette idée-là, c'était ce qu'on appelait le concept anticité. Durant 3 décennies de guerre froide, le monde a vécu dans l'angoisse d'une apocalypse mondiale. L'humanité est même passée tout près de la catastrophe, avec la crise des missiles à Cuba en 1962. Un épisode qui démontre alors au monde l'effroyable réalité de la dissuasion, celle d'une arme qui repose avant tout sur la raison. Or, en temps de guerre, les émotions et les passions peuvent vite prendre le dessus. 3 semaines après le début de la crise, les Soviétiques rembarquent les missiles qu'ils avaient installés sur l'île. La peur d'une guerre thermonucléaire a fini malgré tout par jouer son rôle.
Ce qu'on peut dire, parce qu'on l'a vérifié, c'est que la dissuasion nucléaire a empêché l'apparition d'une troisième guerre mondiale. Je sais bien que beaucoup de gens disent aujourd'hui que la troisième guerre mondiale est commencée, que pendant la guerre froide, il y a eu des guerres. Oui, il y a eu des guerres pendant la guerre froide. Il y a eu des guerres latérales, si je puis dire, à droite, à gauche, un peu en Asie, un peu en Afrique, etc. Mais pas de grandes guerres, plus d'affrontements massifs, comme on venait de le subir 2 fois au XXe siècle, entre les grandes puissances. Et tout ça pourquoi? Mais uniquement à cause de la crainte de l'apocalypse nucléaire. En 1991, 2 ans après la chute du mur de Berlin, l'Union soviétique se dissout. Il n'y a plus de menace majeure ni immédiate contre la France. Les armes nucléaires semblent perdre de leur utilité. Le président François Mitterrand, longtemps hostile à cette force, avant de briguer l'investiture suprême, ne modifie pas la politique de défense de la France. Faut-il pour autant changer de stratégie? Non. La force de dissuasion nucléaire en est et en restera le pivot. En termes de menaces, on peut dire que la fin de l'Union soviétique, la désagrégation, fin 91, nous amène dans le fameux monde global, dont on ne sait jamais trop bien comment le définir. Où est la menace? Alors certains disent il n'y a plus de menace. C'est la théorie des dividendes de la paix, en fait. D'autres vont dire, tous les responsables un peu sérieux vont dire, écoutez, les systèmes nucléaires, ça se fait en 10, 20, 30 ans, c'est très compliqué. On n'est quand même pas absolument sûr que le monde dans 20 ou 30 ans lui-même soit sûr par rapport à ça. Donc on garde. La France garde sa dissuasion, mais elle l'adapte sous la présidence de Jacques Chirac en 1995. Le pays diminue le nombre de ses têtes nucléaires, démantèle le plateau d'Albion et renonce à ses autres missiles sol-sol mobiles de courte portée et qui devaient contenir une éventuelle invasion soviétique à la frontière. Désormais, la menace vient d'ailleurs. Les années 1990 voient des puissances régionales hostiles développer des programmes nucléaires, comme l'Irak de Saddam Hussein, la Corée du Nord, l'Iran, ou encore la Libye du colonel Kadhafi. Certains disposent aujourd'hui de missiles capables d'atteindre le territoire européen et d'y provoquer des dégâts considérables, même avec des charges conventionnelles. Pour la France, la question se pose alors de savoir comment la dissuasion nucléaire peut s'appliquer à ces nouvelles menaces. Vis-à-vis de ces pays, est-ce que la menace de destruction de nombreuses villes avec une puissance considérable qui était prévue pour détruire les grandes villes de l'espace oriental, est-ce que ça avait quelque valeur que ce soit? Et puis on s'est dit, finalement, les dictateurs peuvent être fous, mais ils ne sont pas complètement idiots. Ce à quoi ils tiennent, fondamentalement, ce sont leurs centres de pouvoir. Et les centres de pouvoir, c'est à la fois centres de pouvoir politique, centres de pouvoir militaire, et puis centre de pouvoir économique, c'est-à-dire ce qui peut faire tenir un pays et vivre pendant quelques semaines ou quelques mois, et sans lesquels le pays s'effondre. Les armes devenant de plus en plus précises, plutôt que de balancer une énorme chose au-dessus de Paris, plusieurs mégatonnes, et alors on était incapable d'ailleurs de dire si ça tombait à 3 km près. Aujourd'hui, on est capable de dire je vais détruire une usine, ou bien je vais détruire un centre de commandement si je l'ai identifié, et non pas vitrifier l'île de la Cité et tout le cœur historique de Paris. L'anticité était quelque chose qui gênait beaucoup les autorités morales, de plus en plus. Il y avait eu au Vatican, dans les églises protestantes, dans beaucoup de milieux intellectuels de gauche aussi, des interrogations sur l'acceptabilité morale d'une menace qui portait uniquement sur les habitants des grandes villes d'un pays, même agresseur. Quelle que soit son ampleur, toute frappe nucléaire occasionnerait d'immenses dégâts. Une arme de 10 kilotonnes, comparable à celle lancée sur Hiroshima, et lâchée au-dessus de l'Élysée, détruirait tout ou presque de la place de l'Étoile jusqu'au musée du Louvre. Une arme de 100 kilotonnes détruirait quant à elle la quasi-totalité de la capitale
et causerait plusieurs millions de morts. Il n'existe pas de frappe nucléaire chirurgicale possible. C'est justement le caractère épouvantable de cette arme. Mais comment éviter d'en arriver là? Comment fait-on pour dissuader un adversaire de s'en prendre à vous? Il faut qu'il sache que s'il attaque, et quelles que soient les armes qu'il emploie, il risque une riposte nucléaire s'il met en jeu les intérêts vitaux du pays. Il y a donc une limite à ne pas franchir, mais cette limite demeure floue pour laisser l'ennemi dans le doute. L'immense intérêt du concept des intérêts vitaux, depuis qu'il y a la dissuasion, c'est que ce n'est pas définissable à l'avance. Évidemment, on va dire l'intégrité du territoire national. Si le territoire national est menacé d'être envahi, bien sûr. Mais aucune puissance nucléaire ne l'a défini. Il n'y a pas un règlement disant voilà ce que sont les intérêts vitaux. Pourquoi? Parce que si on le fait, l'agresseur potentiel va se dire ah ben voilà, tout ça c'est pas vital, donc je peux y aller. Il n'y a pas une liste sur Internet, liste des intérêts vitaux français. Ça n'existe pas, ça ne doit pas exister, et ce serait contraire à ce que doit être la dissuasion. C'est le président de la République qui les définit, ces intérêts vitaux. Et c'est à lui seul de pouvoir répondre à cette question, puisque c'est lui qui a la responsabilité ultime. Pour que la dissuasion fonctionne, il faut montrer sa force à l'ennemi potentiel, car il doit la connaître pour la redouter. Mais il ne faut pas trop en dévoiler, au risque de nuire au secret défense comme au secret de fabrication. Pour exister, de nombreuses images de ce film ont dû suivre un minutieux processus de déclassification. Les têtes nucléaires françaises, en revanche, il est interdit de les filmer. Certaines sont emportées par des bombardiers comme les Rafales. D'autres sont embarquées dans des sous-marins. Il ne s'agit pas du même type de bombe, car chacune a un rôle bien différent à jouer. C'est dans la rade de Brest qu'a élu de missile la Force océanique stratégique, sur la base de l'île Longue, construite à l'époque du général de Gaulle. Ici sont stationnés les 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, entièrement dédiés à la dissuasion. Ces navires, une fois en plongée, sont quasiment indétectables. L'un d'entre eux au moins est en patrouille en permanence, prêt à tirer si le chef de l'État le décide. Ils sont en mer, totalement silencieux pendant plusieurs mois, et à tout moment, sur un ordre qui passe par des transmissions extrêmement sécurisées, ils peuvent avoir en quelques minutes à déclencher un feu nucléaire colossal jusqu'à une distance très lointaine. Ces armes sont beaucoup plus précises qu'elles ne l'étaient auparavant, et elles ont une portée qui se situe pas loin de 10 000 km. Donc ça veut dire que nous pouvons frapper à peu près tout ce qui pourrait menacer la sécurité française aujourd'hui dans le monde directement à partir des sous-marins. Un sous-marin en patrouille dispose à bord de 16 missiles M51, chacun d'entre eux pouvant emporter plusieurs têtes nucléaires. Ici, à l'intérieur de leur coque, ils seront bientôt installés à bord et occuperont presque toute la hauteur du navire. L'information sur la puissance de ces missiles est tenue secrète. Tout juste sait-on que chaque tête du précédent missile faisait 100 kilotonnes. Potentiellement, ce sont des centaines d'Hiroshima qui se trouvent dans chaque sous-marin. Une fois lancé, le missile va entrer dans l'espace. Puis il se sépare de son propulseur et se retourne face à la Terre. Chacune des têtes plonge alors vers le sol et peut atteindre une cible différente. La composante marine, elle est indispensable parce qu'elle est indétectable, donc beaucoup moins vulnérable que la composante aérienne. Et puis indispensable puisque c'est ce qu'on appelle la capacité de frappe en second. C'est-à-dire que c'est le missile que vous allez utiliser le jour où vous êtes frappé. Et cette menace-là, normalement, devrait empêcher, quand la dissuasion fonctionne, un adversaire de vous frapper en premier puisqu'il sait qu'il va... Mais il est sur des bateaux noirs que l'on ne voit pas, qui sont faits pour ne pas être
détectés, qui, Dieu merci, y réussissent. Et du coup, cette dissuasion n'a pas de visibilité, je dirais, sur la place publique. Être visible de l'adversaire, c'est l'un des rôles des forces aériennes stratégiques, qui comprennent une quarantaine de bombardiers, dont des Rafales. Leurs exercices sont bien visibles par les satellites espions, et c'est aussi le but recherché. J'ai un contact radar. Cette force emporte des armes nucléaires qui peuvent être moins puissantes que celles des sous-marins. Retire. Missile parti, ça dégage. Elles offrent aussi au président la certitude de toucher n'importe quelle cible, à coup sûr. Ce sont des missiles de croisière supersoniques. Ce sont des missiles extrêmement précis. La contrepartie, c'est qu'ils ont une portée qui n'est pas de plusieurs milliers de kilomètres, mais plusieurs centaines de kilomètres. Et donc, il faut les amener en portée de tir. En cas de cible éloignée, cette contrainte peut être résolue par le ravitaillement en vol ou par le porte-avions Charles de Gaulle et sa force aéronavale nucléaire, soit une dizaine de Rafales équipées pour emporter la bombe. Tous ces moyens sont autant d'options dont disposerait le chef de l'État dans le cas extrême où la dissuasion un jour serait engagée et qu'il serait contraint d'agir. Mes chers compatriotes, je vous annonce ce soir l'arrêt définitif des essais nucléaires français. Le dernier des essais nucléaires marque une révolution dans la conception et la fabrication des armes. 6, 5, 4, 3, 2, 1, CRT. Autrefois, il fallait ces tests grandeur nature pour garantir au président la fiabilité et la sécurité de ses bombes. Après, il a fallu faire appel à la puissance de l'informatique pour simuler leur fonctionnement et leur vieillissement. Ce supercalculateur installé en région parisienne est l'un des plus gros centres de calcul au monde. Il est capable d'effectuer plus d'1 million de milliards d'opérations à la seconde. C'est un peu comme si cette seule pièce contenait 1 million d'ordinateurs classiques reliés les uns aux autres. Nous cherchons dans la simulation à modéliser très finement tous les phénomènes physiques qui interviennent dans le fonctionnement nucléaire des armes. C'est une physique qui est extrêmement complexe, qui ne se retrouve pratiquement nulle part ailleurs sauf par partie. Et pour pouvoir le faire, on ne peut pas le faire uniquement en faisant des calculs à la main. Ça dépasse, ça n'est pas à la taille ni de l'homme, ni presque de la totalité de l'humanité. Pour compléter cette simulation, les physiciens utilisent aussi un laser à haute puissance, le mégajoule. À l'intérieur de cette sphère, ils reproduisent les mécanismes de la fusion des atomes à l'échelle infinitésimale. Et tout cela pour prouver que les équations sont bonnes et pouvoir dire au chef de l'État que l'arme explosera bien le jour où il le jugerait nécessaire, avec la seule énergie voulue, ni plus, ni moins. En même temps qu'elle met fin aux essais, la France fait un autre pas vers le désarmement. Elle démantèle ses usines de production de plutonium militaire et d'uranium hautement enrichi, nécessaires à la fabrication des bombes. C'est le premier État au monde, et le seul à ce jour, à avoir fait ce choix lourd de conséquences. Car cette décision nécessite alors de revoir la manière dont on fabrique les têtes nucléaires. C'est en Bourgogne, à 40 km au nord de Dijon, que sont fabriquées les bombes thermonucléaires françaises. C'est ici, à l'intérieur d'un incroyable dispositif de sécurité qu'il est interdit de filmer et même de décrire, que sont conservées quelque part sous terre dans un bunker les matières nucléaires militaires de France. Le site de Valduc, niché au secret dans une forêt depuis 50 ans, n'a figuré sur les cartes IGPN de France qu'au début des années 1980.
C'est l'un des lieux les plus inaccessibles du pays. À l'intérieur de ce site, presque hors du temps, des centaines de techniciens et de scientifiques, parmi les plus brillants de leur génération, travaillent sur les matières les plus toxiques et radioactives de la planète. Depuis l'arrêt par la France de sa production de matières fissiles militaires, les chercheurs du CEA ont inventé un nouveau système pour continuer de fabriquer les bombes de demain en recyclant la matière. Quand les armes sont retirées du service, quand on les démonte et on les démantèle, on récupère la matière nucléaire des armes anciennes pour, je dirais, produire les armes futures. Donc ça nous permet d'avoir, je ne vais pas dire à l'infini, mais pendant des milliers d'années, suffisamment de plutonium sans avoir besoin d'en refabriquer. Dans cette salle, les techniciens finissent ce processus de recyclage. Et voici une pastille de plutonium-239, redevenue pure à 100%. Elle pèse plusieurs kilos. Peut-être était-elle auparavant dans une vieille bombe d'un Mirage 4 ou dans l'un des missiles du plateau d'Albion. Elle va à présent être retravaillée et prendre sa forme définitive tenue secrète après des dizaines d'étapes d'usinage ultra précis. Durant toute la chaîne de fabrication, le moindre microgramme de matière est comptabilisé et les rebuts serviront aux prochaines armes. À Valduc, le danger est omniprésent. Toute poussière radioactive est traquée en permanence pour détecter au plus vite d'éventuelles fuites. L'air est filtré et les pièces sont en pression négative pour maintenir une étanchéité permanente. Les manipulations de matière se font en zone confinée, afin que le personnel ne reçoive qu'une dose minimale de radiation par an. Nous sommes conscients des effets des armes nucléaires, puisqu'on a pu même les constater en 1945. Avec la sûreté, on ne transige pas, et donc toutes les personnes de la DAM ont ça dans leur gène, je dirais, de faire en sorte qu'on n'ait jamais un accident nucléaire sur un système d'armes. On sait que ça condamnerait les armes nucléaires françaises. Depuis les premières signatures en 1968, 4 pays sont restés en dehors du traité de non-prolifération des armes nucléaires, faisant courir à la planète de nouvelles menaces, comme la Corée du Nord. Après l'avoir signé, le pays a annoncé son retrait du traité en 2003 et il continue son programme nucléaire. Il disposerait déjà de plusieurs bombes et de missiles capables d'atteindre les États-Unis et les pays amis. Mais depuis la fin de la guerre froide, c'est le conflit entre l'Inde et le Pakistan qui a bien failli dégénérer en guerre nucléaire. Les deux pays non plus n'ont jamais signé le traité de non-prolifération. En conflit ouvert, avec 3 guerres meurtrières en 50 ans, les deux voisins sont devenus des puissances nucléaires en 1998. 4 ans plus tard, une nouvelle escalade débouche en confrontation. Les deux pays sont sur le pied de guerre. Ils brandissent la menace d'une riposte nucléaire. La situation était à ce point tendue que les Américains et les Britanniques ont fait évacuer l'ensemble des ambassades de la région. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas contentés de fermer leurs ambassades à New Delhi et à Islamabad, ils ont évacué aussi leurs ambassades au Népal, au Bhoutan et dans toute la région, parce qu'ils craignaient, d'ailleurs ils ne me l'ont pas caché quand j'ai discuté avec eux, parce qu'ils craignaient une guerre nucléaire entre les deux pays. Et en fait, après, quand j'ai eu l'occasion de reparler de ça avec les chefs d'état-major pakistanais et indiens, l'un et l'autre m'ont dit ce qui nous a retenus, ce qui a empêché la guerre, c'est précisément la crainte de l'apocalypse, c'est la dissuasion nucléaire. Donc je veux dire, la crise nucléaire, c'est aujourd'hui encore une possibilité. À eux seuls, les Américains et les Russes continuent de concentrer dans leurs mains 90% de l'arsenal nucléaire mondial.
Or, depuis l'invasion de la Crimée en 2015, on sait à présent que Moscou pourrait de nouveau être un adversaire des pays occidentaux. Ce n'est pas totalement un hasard si la même année, Vladimir Poutine exhibe fièrement des missiles nucléaires sur la place rouge, comme à la grande époque de la guerre froide. Ядерных сил пополнит более 40 новых межконтинентальных баллистических ракет, которые будут способны преодолевать любые, даже самые технически совершенные системы противоракетной обороны. A-t-il dit que c'était pour remplacer des choses obsolètes? Non. A-t-il dit que c'était des missiles supplémentaires? Non plus. C'est volontaire. Il faut conserver cette ambiguïté. On sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, c'est vrai dans la dissuasion comme ailleurs. Moi, je constate que le président Poutine, l'autre jour, a dit, à propos de la Crimée, n'oubliez pas que j'ai l'arme nucléaire. Comme un rappel pour ceux qui, éventuellement, auraient eu tendance à oublier tout cela. Mais d'autres puissances apparaissent. La Corée du Nord, qui fait des essais, c'est pas uniquement pour faire de la gymnastique dans l'eau. Et la Chine. Jusqu'à présent, elle étend sa puissance essentiellement grâce à sa force de frappe économique. Mais elle développe aussi son arsenal militaire et nucléaire, avec des missiles capables d'atteindre les États-Unis et l'Europe. Quant au Moyen-Orient, la prolifération nucléaire pourrait faire naître de nouveaux dangers. Si l'Iran, à majorité chiite, utilisait finalement son programme nucléaire pour se doter de la bombe, ce serait une menace pour la France, mais aussi et surtout pour son voisin sunnite et pire ennemi, l'Arabie saoudite. Ce pays pourrait alors chercher une assistance du côté du Pakistan, son allié dont il a financé le programme nucléaire militaire. Et c'est sans compter Israël, qui s'est aussi doté de la bombe, même si le pays ne l'a jamais reconnue officiellement. Là aussi, pour laisser planer le doute. Quel que soit l'endroit du globe, ces menaces peuvent sembler lointaines dans l'espace et dans le temps. Mais elles demeurent bien réelles. C'est vrai qu'il y a aussi des risques plus fondamentaux, plus historiques, qui peuvent venir d'agressions étatiques externes, contre lesquelles il faut se prémunir, contre lesquelles nous nous prémunissons depuis longtemps, ce qui fait que nous sommes d'ailleurs depuis 70 ans en paix, mais ces risques-là n'ont pas disparu par enchantement, au contraire. Aucun chef d'État ne peut sérieusement, dans sa responsabilité, considérer que les conflits étatiques, c'est définitivement terminé. D'où la nécessité pour la France de se prémunir contre ces agressions potentielles et de dire non, vous ne pourrez pas nous agresser car sinon les dommages que nous vous ferions subir seraient pour vous insupportables. On regarde l'histoire du monde, c'est une succession de surprises stratégiques. On se fait toujours avoir. Je vous rappelle, Aristide Briand déclarant à la tribune de l'Assemblée nationale le 28 juillet 1914, l'Allemagne ne déclarera jamais la guerre. Il n'y aura jamais de guerre avec l'Allemagne. 3 jours après, l'Allemagne déclarait la guerre. Face au terrorisme international, en revanche, la dissuasion nucléaire s'est toujours révélée inopérante. Même pour les Américains en 2001. Contre une nébuleuse planétaire comme Al-Qaïda, sans capitale ni frontières, où envoyer ces missiles nucléaires? Qui cibler? Qui dissuader finalement? Quant à Daesh, pourra-t-il un jour en être autrement? Depuis 2014, l'organisation terroriste se structure en État à travers sa domination sur un large territoire, à cheval sur la Syrie et l'Irak. Mais elle étend aussi son influence en Afrique. Interrogée avant les attaques du 13 novembre 2015 à Paris, la plus haute autorité militaire française évoque déjà une hypothèse rarement considérée jusqu'à présent. Je crois qu'il faut observer de très près l'évolution du terrorisme international et notamment l'évolution de Daesh, dont l'objectif est bien d'établir un califat, c'est-à-dire un État islamiste qui dépasse largement la superficie de l'Irak et de la Syrie. Moi, je suis persuadé que nous avons à réfléchir sur cette évolution
du terrorisme international qui se transformerait en État. Et cette réflexion doit être corrélée au concept de dissuasion nucléaire. Cette déclaration résonne comme un avertissement. Elle est aussi une conséquence logique de la doctrine française. Si dans un futur inconnu, les terroristes de l'État islamique parvenaient à la capacité de frapper la France dans ses intérêts vitaux, avec qui sait des armes de destruction massive, comment faire pour les dissuader d'agir ? La responsabilité présidentielle sur l'arme nucléaire est au cœur de la Ve République. Et c'est d'ailleurs en partie pour cette raison que le général de Gaulle a voulu que le chef de l'État soit élu au suffrage universel. La capacité à appuyer sur le bouton rouge est à la fois la clé et le symbole de l'autorité du président sur les institutions. La décision du président de la République, elle est totalement libre, personnelle, et c'est sa responsabilité première en tant que chef de l'État d'avoir effectivement la possibilité d'engager l'apocalypse. Mais que se passerait-il en cas de crise majeure? Quelles options s'offriraient au président? Imaginons un instant le scénario du pire. Dans cette hypothèse, les intérêts vitaux de la France seraient en jeu et le pays gravement menacé par une ou plusieurs puissances étrangères. Sur le terrain, les forces seraient engagées. À l'Élysée, le président convoquerait en urgence son chef d'état-major particulier et le chef d'état-major des armées. Le premier conseille le chef de l'État, le second est chargé de préparer les plans de frappe et les cibles. Toutes les options seraient alors sur la table. Mais quelle décision prendre? Le chef de l'État a pris le temps de la réflexion. Il se rend à présent dans le salon vert, juste à côté de son bureau. C'est là qu'ont lieu les conseils de défense. Autour du président, tous ses conseillers ainsi que le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, celui des Affaires étrangères et le ministre de la Défense qui assure l'organisation de cette machine ultra complexe qu'est la force de dissuasion. La discussion s'engage. Faut-il sortir les rafales quand les satellites de l'ennemi passent au-dessus de notre territoire pour adresser un signal de détermination? Sera-t-il sensible à la menace de destruction de ses centres de pouvoir? Avant d'en arriver là, le président peut adresser à l'adversaire une dernière forme d'avertissement. Si le dictateur d'une puissance régionale, et il y en aura d'autres à venir, on n'a aucune espèce d'illusion, ne nous jugez pas totalement crédibles et continuez par exemple, je ne sais pas moi, à vouloir envoyer un missile sur Marseille ou sur Brest. Mais à ce moment-là, il faudrait, avant de déclencher effectivement quelque chose qui serait une forme d'apocalypse, il faudrait éventuellement lui rappeler que là, on est rentré dans la zone de temps et d'espace où la dissuasion nucléaire est enclenchée. Et il n'y a qu'un moyen de le faire, c'est l'ultime avertissement. On va tirer une fois sur une cible symbolique qui ne fera pas, a priori, si on y arrive, des dégâts phénoménaux, mais suffisamment symboliques pour qu'ils comprennent que, là, attendez, vous êtes en train de franchir la ligne, et en plus, vous croyez que vous pouviez vous défendre, vous avez vu, on est passé. C'est quelque chose qui peut être, par exemple, une impulsion électromagnétique, c'est-à-dire une explosion à très haute distance, à une quarantaine de kilomètres de la Terre, et qui provoque la destruction de tous les composants électroniques dans le pays considéré. Ça peut être aussi une frappe dans le désert, un endroit où on risque de tuer quelques chameaux, mais guère plus. L'ultime avertissement, il a d'intérêt, encore une fois, si il permet à cet homme qui va prendre la responsabilité énorme de déclencher le nucléaire, d'avoir une option supplémentaire avant de passer à l'irréversible. Le président peut donner ses ordres quel que soit l'endroit où il se trouve.
Ces ordres sont relayés par de gigantesques émetteurs dispersés sur le territoire, comme en Île-de-France, du côté de Toulouse, ou encore en Bretagne. Le plus important de ces émetteurs est celui de Renaix, dans l'Indre. Ces stations radio émettant en très basse fréquence permettent de joindre à des milliers de kilomètres des sous-marins en immersion avec des moyens sécurisés. Les équipements sensibles sont enterrés dans un bunker et enfermés dans cette cage de Faraday. Cela pour garantir en toutes circonstances leur fonctionnement, y compris en cas d'attaque nucléaire. Plus loin, dans une autre salle, se trouvent les variateurs du système qui amplifient les ondes. Cet instrument qui mesure 1 cm dans un téléphone portable occupe ici l'espace d'une cathédrale. L'ordre de tir peut être transmis directement par le président vers les sous-marins et les avions. C'est à cet effet que l'Élysée dispose d'un PC mobile et qu'un aide de camp suit le président en permanence avec une discrète mallette. Contrairement à la légende, ce n'est pas à l'intérieur de cette mallette que se trouve forcément le code nucléaire. D'ailleurs, en fait de code, on parle plutôt d'un objet. C'est un objet qui peut se promener un peu partout, donc il peut être dans la mallette, mais il n'y a pas d'intérêt. C'est tellement sensible que, je veux dire, mettre dans une mallette, ou mettre dans un sac, mettre dans une valise, vous avez un risque. Et ce risque, il est absurde. Ceci étant dit, je peux la perdre. Je peux perdre cet objet, ça n'a aucune importance. Demain, vous trouvez cet objet, vous ne savez pas quoi en faire, vous ne savez même pas ce que c'est. Vous ne pouvez pas l'utiliser, vous ne pouvez pas le comprendre ce que c'est. Donc si vous voulez, le système, encore une fois, est tellement simple, il est tellement basique que je le perds, quelqu'un le trouve, et ben il le met à la poubelle. Il y a des procédures automatisées, naturellement, et extrêmement complexes et sécurisées, qui permettent de vérifier effectivement que c'est l'ordre du président et qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur l'ordre donné. Toutes les procédures sont écrites, révisées, testées, contre-testées. On essaie régulièrement de les prendre en défaut. Reste l'hypothèse d'un président mort, kidnappé ou en incapacité. Que se passerait-il si cela arrivait en pleine crise internationale? En principe, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim, et à défaut, le gouvernement dans son ensemble. Mais en cas de guerre, des procédures spéciales sont prévues pour que l'ordre d'emploi de l'arme nucléaire puisse être dévolu en urgence. À l'époque du général de Gaulle, l'autorité allait au Premier ministre, puis au ministre de la Défense, puis à une personnalité dont l'identité était tenue secrète, peut-être en province. Aujourd'hui, les procédures ne sont sans doute pas très différentes. En tout cas, le président peut désigner qui il veut. Dans notre scénario du pire, supposons à présent que, par malheur, la dissuasion échoue. L'adversaire prend finalement le risque d'attaquer et il parvient à détruire tous les centres de transmission. Comment les sous-marins peuvent-ils alors recevoir l'ordre de lancer la frappe en second, celle justement censée dissuader un adversaire de vous attaquer en premier? C'est le rôle d'une unité méconnue, le SIDEREC, ou système de dernier recours. Il s'agit de ballons qui emportent des moyens de communication protégés et se déploient à plusieurs kilomètres de hauteur. Le SIDEREC peut se déplacer n'importe où sur le territoire, et son existence est publique. Il faut que l'adversaire sache qu'il serait inutile de vouloir paralyser le système de décision. Parmi les moyens disponibles pour transmettre l'ordre, il y a un ballon qui traîne une antenne et qui est capable d'émettre très longue distance pour les sous-marins, pour les avions, pour les Boeing ravitailleurs. Donc, SIDEREC est un élément de transmission parmi d'autres sur laquelle, effectivement, on pense qu'il est moins vulnérable. Et donc, celui qui, si jamais on était dans des conditions difficiles, voire agressives, fortes, il a le plus de chances de transmettre que les autres moyens. À tout moment, la règle des deux hommes s'impose. Cela veut dire qu'aucune manipulation d'armes ou de matière ne peut se faire sous la responsabilité d'un seul homme. Ainsi, dans un sous-marin, le commandant ne peut pas agir sans son second. Si un jour, il reçoit l'ordre de tir présidentiel, il va d'abord récupérer des clés numériques de lancement,
à l'intérieur du coffre-fort situé dans sa cabine. Mais jamais il ne pourra lancer les missiles tout seul. Son second devra actionner une seconde clé au même moment que le commandant, tout en étant dans un autre endroit du navire. Du chef de l'État jusqu'au sous-marin, l'information est fragmentée. Par exemple, le président ne sait pas où il patrouille, et le commandant ignore quelle est sa cible, afin qu'il ne se concentre que sur l'ordre terrible qu'il vient de recevoir. Depuis Hiroshima et Nagasaki, la question du désarmement interpelle chaque conscience. Car cette bombe terrifie. C'est d'ailleurs et malheureusement pour cela qu'elle a été construite. Mais cette arme est-elle morale? Et comment des officiers chargés de provoquer éventuellement des millions de morts gèrent eux-mêmes les lourdes questions d'éthique que pose objectivement la force nucléaire? Avant de dire l'arme nucléaire est-elle morale, je crois que la question qu'il faut poser, c'est la guerre est-elle morale? Voilà. Le jour où nous pourrons avoir la certitude que la guerre est définitivement éradiquée sur la planète Terre, ce qui est une vue de l'esprit, eh bien, on pourra probablement se passer des armes terrifiantes comme les armes nucléaires. Le principe de la guerre juste, qui a évolué au fil des siècles, comprend un élément qui est celui qui pose problème à beaucoup d'autorités morales, c'est celui de la proportionnalité. Il faut que la réponse à une agression, pour qu'on puisse considérer que la guerre qu'on conduit est juste, il faut que la réponse à l'agression soit proportionnelle à ce qu'on encaisse. Or, à l'évidence, en menaçant de détruire des dizaines de villes d'un autre pays, en menaçant de porter les pertes adverses à plusieurs millions de personnes, on ne respecte plus le principe de proportionnalité. Donc, par essence, le nucléaire serait injuste. Le monde est tragique et le militaire, c'est l'incarnation du tragique du monde. C'est-à-dire, c'est celui qui porte les armes et qui va tuer. Voilà. Et il le fait encore plus avec des armes nucléaires. La seule vraie justification du nucléaire, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, le nucléaire est un vecteur fondamental de paix. Je crois que le nucléaire a été un des principaux piliers de l'absence de guerre majeure entre les grandes puissances depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je crois qu'il a empêché d'autres guerres par la suite. Je sais pas, on pensait à l'Inde et au Pakistan. Et je crois qu'aujourd'hui encore, ça reste un facteur fondamental de paix et de stabilité. Les enquêtes d'opinion parlent d'un large consensus autour de cette force nucléaire. 2 Français sur 3 l'estiment nécessaire pour la défense du pays. Pourtant, depuis quelques années, à droite comme à gauche de l'échiquier politique, de nouvelles voix s'élèvent pour contester la dissuasion. Elle coûterait trop cher, ou bien la France devrait montrer l'exemple du désarmement. D'anciens ministres, comme Michel Rocard ou Hervé Morin, prennent la parole dans le même sens avec des thèses proches des mouvements militants pour l'éradication des armes nucléaires. Mon inquiétude, c'est que la prolifération finira par l'emporter. Et le jour où vous aurez 30, 40, 50 pays qui seront dotés de l'arme nucléaire, un jour ou l'autre, il y aura un dingue qui considérera que c'est une arme d'emploi. Et donc il y a pour moi un vrai enjeu de dire que la France, avec l'Europe, va chercher à s'engager, à engager le monde entier vers l'abandon de l'arme nucléaire. Nous avons déjà participé au désarmement puisque nous sommes passés de 600 à 300 têtes. Je crois qu'aller au-delà aujourd'hui me paraît être, dans le contexte géostratégique actuel, au-delà de l'audace. Je suis absolument convaincu qu'à un moment ou à un autre, un certain nombre de pays qui aujourd'hui ont des niveaux de technologie comparables à la France, à la Grande-Bretagne, qui demain auront un PNB supérieur au nôtre, considérons qu'il n'y a pas de raison que nous disions que c'est un des éléments majeurs de notre sécurité, en quelque sorte
notre assurance vie, comme on le répète à l'infini, et que eux en soient interdits. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Si un pays, tout seul, comme la France par exemple, ou la Grande-Bretagne, dit j'arrête, le monde entier va pas dire ça y est, nous allons entrer dans un monde post-nucléaire. Le monde entier va dire ils sont même plus capables de maintenir ça. Donc ce serait, à mon avis, entièrement négatif pour nous et entièrement négatif pour notre capacité à peser sur les futurs processus. Oui, bien sûr, il faut aller vers le désarmement nucléaire. Mais le désarmement nucléaire, c'est pas de l'incantation. On n'est pas dans le monde des bisounours. C'est pas uniquement un discours dans quelques tribunes que ce soit. Ce sont des actes. Nous avons posé les actes pour garantir la stricte suffisance, que ce soit par le renoncement aux essais, que ce soit par le renoncement à la production de matières fissiles, que ce soit par la limitation au strict minimum de nos vecteurs, que tout le monde fasse pareil. Ce serait une grosse erreur de considérer que ça ne compte plus, en termes de poids ou de rayonnement ou d'influence. Il y a des gens qui sont contre pour différentes raisons, mais on ne peut pas dire qu'on est contre parce que ça ne sert plus à rien. À quoi ressemblera le futur de la dissuasion nucléaire? La bombe, cette protection ultime de la France depuis un demi-siècle, permettra-t-elle de surmonter les surprises stratégiques que nous révélera l'avenir? Et que dire de son coût? Pour moderniser cette force, il faudra bientôt doubler son budget. Il atteindra jusqu'à 6 milliards d'euros par an en 2025, afin de remplacer les 4 sous-marins et renouveler les missiles. Mais en pleine crise budgétaire, le pays a-t-il encore tous les moyens de sa dissuasion? Une chose est certaine, il faut continuer à tout faire pour que la France puisse empêcher quiconque de menacer un jour son existence. 6 milliards d'euros. C'est ce que l'État français devra débourser d'ici 2025 pour renouveler son arsenal nucléaire. Avons-nous encore les moyens de cette dissuasion? Est-elle encore nécessaire pour assurer notre protection? Un débat qui engage l'avenir de la France. Nos invités, François Géré, président de l'Institut français d'analyse stratégique, et Arielle Denis, directrice Europe de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, ont chacun leurs arguments. A tout de suite.